Donc, je vais commencer par l'introduction, où en étant sollicité, j'ai appris certaines choses, notamment que la loi de 1905 avait été modifiée par une loi du 10 août 2018, dont l'article 21 de la loi de 1905 a été modifié. Jusqu'au 10 août 2018, les associations cultuelles devaient tenir un état de leurs recettes et de leurs dépenses. Eh bien, à compter du 1er janvier 2020, c'est la date d'application, les associations cultuelles doivent établir des comptes annuels. Alors, le terme comptes annuels est un terme vraiment juridique qui signifie des comptes annuels comme pour une entreprise. Donc, juste un petit rappel sur cette philosophie de cette loi, qui était la loi sur le rapport de confiance avec l'État. C'est en fait une uniformisation, une harmonisation, on va dire, de tous les états comptables, que ce soit d'entreprise ou d'association, qu'elles aient la même forme et la même procédure d'établissement. Alors, parallèlement à ce cadre légal qui a été modifié, il y a un cadre réglementaire comptable qui existe depuis plusieurs années, qui s'est lui aussi adapté aux associations. Donc, quelques mois après le 10 août 2018, donc le 5 décembre 2018, l'autorité des normes comptables a publié un règlement, c'est-à-dire des règles et principes comptables relatifs aux associations. Ça existait déjà, mais ça a été, on peut dire, actualisé. Donc, ce qu'il faut retenir de ce cadre réglementaire comptable qui vient compléter le cadre légal est que le plan comptable général, qui sont les règles comptables générales, on va dire, des entreprises privées, s'appliquent aux associations. Cependant, il y a, pour tenir compte des spécificités des associations, des règles comptables particulières propres aux associations. Donc, le plan de mon intervention va en fait correspondre à un rappel de ce que c'est que le plan comptable général, de ce que c'est qu'une comptabilité qui a comme objectif d'établir donc des comptes annuels. Ensuite, j'évoquerai les spécificités propres aux associations et je compléterai mon intervention par quelques petits cas ou petits exemples pour bien illustrer la philosophie de la comptabilité, ou je pourrais dire aussi la logique comptable. Donc, sur l'introduction, donc, ce qu'il faut retenir, je vais compléter en vous donnant les informations complémentaires. Donc, les associations cultuelles établissent des comptes annuels et non plus un état des recettes et des dépenses. On va voir quand même, il faut nuancer quand même ces éléments-là. Selon les règles du plan comptable général, c'est le même référentiel comptable que pour les entreprises. Si vous êtes intéressé de savoir, d'avoir ce référentiel, vous allez sur le site internet de l'autorité des normes comptables et vous téléchargez ce plan comptable général. En tenant compte des dispositions spécifiques comptables relatives aux associations, applicables à compter du 1er janvier 2020. Alors, c'est là ce que je veux compléter et qui permet de nuancer que ce n'est pas une révolution qui vous concerne, avec la possibilité toujours de tenir une comptabilité de trésorerie, donc recettes-dépenses. Simplement, il faut compléter à la fin de l'exercice par des écritures comptables d'ajustement que j'évoquerai pour arriver à établir ces fameux comptes annuels, le bilan actif, passif et le compte de résultat. Voilà le premier point sur le cadre légal et cadre réglementaire. Donc, vous connaissez un changement qui a été une révolution quand ce changement est apparu. Je vous expliquerai que la comptabilité d'entreprises privées où on établit des comptes annuels a été formalisée et conceptualisée en 1494. Donc là, c'était vraiment un changement très profond. Mais pour vous, sur le côté pratique et avec la possibilité avec l'utilisation du logiciel d'OGEAS, j'essaierai de vous faire bien comprendre que c'est un changement important, mais qui est facilement, comment dire, que vous pouvez facilement intégrer et réussir à faire sur ces comptes 2020. Est-ce qu'il y a des questions sur cette introduction? Oui, j'ai une question, mais je pense que je pense que je peux répondre non. Est-ce que ça implique une certification des comptes par une société extérieure? Alors, Oui et non, hein, c'est donc ça, ça. c'est le professionnel qui parle. Donc, juste, un expert comptable n'est jamais obligatoire. Il vient là pour pallier, je dirais, pour aider soit une entreprise ou une association. En revanche, un commissaire aux comptes peut être obligatoire dans certaines associations si elle dépasse certains seuils, notamment, enfin voilà, donc si elle dépasse certains seuils qui sont définis par la loi. Donc, on le voit au niveau des associations culturelles de l'Église réformée, certaines ont dû nommer des commissaires aux comptes, donc il y a un contrôle extérieur de la comptabilité,
D'autres n'avaient pas cette obligation et donc n'ont pas nommé de commissaire aux comptes. C'est bon? Des questions complémentaires? Alors, donc le déroulé, je vais vous présenter la comptabilité d'engagement, ou on appelle aussi comptabilité par double, qui a comme objectif donc la production des comptes annuels. Donc, dans cette partie, j'essaierai de vous raconter un peu quelles ont été les étapes de celui qui a inventé la comptabilité moderne, qu'on appelle comptabilité d'engagement, qui était un moine franciscain, Luca Pacioli. Ensuite, j'évoquerai les dispositions spécifiques aux associations. Donc, ça sera plutôt sur des éléments, c'est des éléments de fond très importants, mais je vous présenterai un peu les changements sur le plan formel. Ensuite, il y aura une troisième partie qui nous permettra de revoir bien cette logique comptable. Et là, j'essaierai de vous expliquer pourquoi la variation de trésorerie est différente du résultat qui a été dégagé par l'association dans ses comptes annuels. Et ensuite, nous aurons la conclusion avec vos questions complémentaires. Et j'ai complété la conclusion par des petits éléments de discussion sur l'organisation d'une comptabilité. Alors, on commence par la comptabilité d'engagement. Donc là, ce que je vais vous parler dans cette partie, ça va être tout d'abord vous parler de la comptabilité de la trésorerie, de ses avantages et de ses limites. Et ensuite, je vais dérouler un peu comment Luca Pacioli a inventé cette comptabilité d'engagement. On verra les principes de base. On verra que son principe de base était établir une situation de patrimoine avec la notion de bilan actif, ce que possède l'entité, le bilan passif, ce qu'elle doit, et le compte de résultat, qui est la différence entre les produits et les charges. Donc, je vous donnerai des définitions de tous ces éléments et je vous expliquerai à travers un exemple concernant les échanges, qui est la base de cette comptabilité moderne, comment se construit le bilan actif et passif et le compte de résultat. Alors, on va commencer donc par la comptabilité de trésorerie. Bon, la comptabilité de trésorerie, même avant que vous soyez trésorier d'une association cultuelle, vous l'avez pratiquée, puisque bon, la comptabilité de trésorerie, c'est comme on gère son compte bancaire. On regarde ses recettes, ses dépenses, et on fait la différence, et ça correspond à notre solde bancaire. L'inconvénient de cette comptabilité de trésorerie, c'est qu'on n'a aucune idée de son patrimoine, de ses créances, de ses dettes. Mais l'avantage, c'est que c'est vraiment très simple. Il suffit de prendre son relevé bancaire et vraiment, après, si on voulait tenir une comptabilité personnelle, il suffit d'enregistrer ses dépenses et ses recettes dans les rubriques que l'on veut bien créer. Alors, les limites de cette comptabilité, c'était donc un état du patrimoine incomplet qui a réduit la seule trésorerie et une formation de résultats qui ne tenait pas compte de la réalité de l'activité de l'entité, mais seulement des flux financiers. Donc, la comptabilité de trésorerie, ses limites, ça correspond bien à ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est une comptabilité financière. Donc, ce qu'a apporté Luca Pacioli avec la comptabilité d'engagement, c'est de tenir compte de la réalité économique et financière, pas simplement de la réalité financière de l'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi qui fais une mauvaise manie. Voilà. Donc, la comptabilité d'engagement, partie double, elle a été créée par Luca Pacioli en 1494. C'était un moine franciscain. Et il a écrit un traité particulier des comptes et des écritures en annexe d'un livre sur un ouvrage de mathématiques. Alors, il a défini les bases de la comptabilité moderne. Ça n'a pas changé depuis 1494. Il y a peut-être simplement, je dirais, des activités qui se sont développées, mais sur les principes, rien n'a changé. Alors, cette comptabilité d'engagement au parti double, qu'est-ce qui la caractérise? Alors, premier élément, c'est établir une situation complète du patrimoine de l'entité. Donc, l'objectif, c'est de faire la situation patrimoniale avec le bilan actif et le bilan passif. Je vous expliquerai dans quelques instants ce que c'est plus précisément le bilan actif et le bilan passif, de quoi il est composé. Retenez dès à présent que le bilan actif, c'est ce que possède l'entité. Et le bilan passif, c'est ce que doit l'entité. Si j'utilise le terme entité, parce que c'est le terme qu'utilise l'autorité des normes comptables et qui a vocation à être universelle, pour aussi bien parler d'une entreprise que d'une association, que de toute autre structure qui aurait besoin d'une comptabilité.
Ensuite, le résultat de l'activité. Ça, c'était sa seconde intuition de dire, mais ça, ce n'est pas seulement que la différence entre ses recettes et ses dépenses. C'est la différence entre ses produits et ses charges. Autrement dit, entre la valeur de ce que crée l'entité et qu'elle vend, diminuer des charges, c'est-à-dire de ce qui a été consommé, utilisé pour réaliser et vendre ses produits. Je reviendrai sur cette définition de produit et charge. Alors là, après, il s'est posé la question, mais comment faire pour établir cette situation du patrimoine et déterminer le résultat de l'activité? Et donc là, il a eu une intuition en disant, mais il suffit de décrire ce qui se passe au quotidien dans une entité. Alors lui, Luca Pacioli, était chargé de la gestion d'une abbaye, donc il s'est posé la question de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans une abbaye? Et là, son intuition a été de dire, mais finalement, ce qui se passe dans une abbaye ou dans une entité économique et financière, ce sont des échanges. C'est-à-dire que l'abbaye, elle a besoin pour exercer son activité d'avoir des partenaires et elle noue des échanges avec ses partenaires. Et là, il a dit, mais c'est l'idée géniale qu'il a eue, de dire qu'il suffit de décrire ces échanges, de mettre en place après un système de description de ces échanges pour arriver à établir le bilan, actif et passif, et le compte de résultat, où apparaît le résultat de l'entité. Alors, quand il a eu cette idée, il a dit maintenant comment le faire sur le côté pratique? Eh bien, il a défini des outils d'organisation d'une comptabilité qui sont toujours valables actuellement, un plan de compte. Il a dit il faut après avoir des pièces justificatives et des livres comptables. Et ensuite, il a fait un système où le signe négatif, le signe moins, est banni. Donc voilà quelles étaient un peu les idées. Je vais maintenant entrer dans le détail où je vais décrire donc les objectifs de la comptabilité, c'est-à-dire c'est établir le bilan et le compte de résultat. En tant que trésorier, c'est ce que vous devez faire. Soyez rassurés, vous avez des logiciels comptables qui vous permettent de les réaliser automatiquement. Mais c'est intéressant de comprendre comment ils sont établis. Alors, le patrimoine, bilan actif et bilan passif. Quelles sont les principales rubriques de ces éléments? Donc, je vous rappelle, le bilan actif, ce sont les éléments positifs du patrimoine, c'est ce que possède l'entité. Le bilan passif, ce sont les éléments négatifs du patrimoine de l'entité. Et ce bilan, bien qui est établi à une date précise, c'est la photographie de la situation patrimoniale. Pour les associations cultuelles, comme pour la plupart des autres entités qui établissent des comptes annuels, la date d'établissement de la situation patrimoniale, c'est le 31 décembre. Alors, que comprend le bilan actif? 4 éléments. Alors là, j'utilise volontairement les termes comptables qui seront indiqués sur les états financiers que vous présenterez. Alors, tout d'abord, on a une rubrique avec les immobilisations qui correspond à l'inventaire des investissements. Ensuite, il y a des stocks. Bon, dans une association cultuelle, a priori, je serais surpris qu'on rencontre des stocks. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stock? C'est un actif, donc c'est un élément positif du patrimoine qu'a l'entité qu'elle détient pour être soit vendu dans le cours normal de son activité. Là, il faudrait aller vers la comptabilité pour comprendre ce que c'est. C'est par exemple, pour un commerçant, ce sont toutes ces marchandises qu'il a dans le magasin, ça c'est son stock, ce qu'il a en réserve. Ou qui sont destinées à être consommées dans le processus de fabrication. Là, ça serait par exemple pour un fabricant de chaussures, ça serait l'ensemble des matières premières qui sont utilisées pour fabriquer une chaussure. Ensuite, il y a les créances, donc les sommes qui sont dues à l'entité par des tiers. Et enfin, la situation de trésorerie. Voilà la photographie. C'est exactement, sous réserve des stocks, quand il y a malheureusement une personne qui décède et qu'on établit sa succession, et on doit faire un inventaire de sa succession, et on va faire l'inventaire de son actif, où il y a tout ce qu'elle possède comme investissement qu'elle a réalisé au cours de sa vie, logement, meubles, etc., les créances éventuellement qu'elle a vis-à-vis de personnes, et l'inventaire de ses comptes financiers. Le bilan passif. Alors là, on a une particularité qui s'appelle les capitaux propres dans un sens général, et pour une association, ce sont les fonds propres. Donc, j'utilise volontairement dans un premier temps le terme de capitaux propres pour vous expliquer ce que c'est. Et ensuite, quand nous verrons les spécificités des associations, je vous expliquerai pourquoi ces capitaux propres s'appellent pour une association les fonds propres. Alors, que comprennent ces capitaux propres?
eh bien, ce sont les capitaux qui sont apportés par les propriétaires de l'entité. Donc, c'est l'argent qui a été, par exemple, pour l'entreprise, apporté par les fondateurs. Mais il y a également une autre rubrique qui est le résultat que réalise l'entité. Donc, il faut bien voir que le résultat que réalise une entité, si je prends le cas d'une entreprise ou même d'une association, c'est quelque chose qui n'appartient pas à l'entité. C'est une dette. Alors, pour une entreprise et vis-à-vis de ses propriétaires, et nous verrons que dans le cas d'une association, c'est une dette extrêmement particulière, puis c'est une dette qui n'est jamais payée. Voilà. Donc ça, c'est un point très important, et ça a été un point clé pour définir cette comptabilité dans le bilan passif. Ensuite, il y a les dettes, qui sont les autres sommes qui sont dues par l'entité à d'autres acteurs qui participent à la vie de l'entité. Ça peut être la banque s'il y a des emprunts bancaires, des salaires nets, s'il y a des salariés, des impôts, s'il y a des impôts qui sont dus, des charges sociales ou des factures auprès de fournisseurs. Donc voilà les éléments qui sont cadrés, et je dirais que là, que ce soit une association ou une entreprise, elle doit présenter des états sous cette forme-là. Alors ici, vous avez donc un exemple très synthétique d'un bilan avec un actif, ses principales rubriques, immobilisation, stock, créance, trésorerie positive. Et puis après, il y a un passif avec des capitaux propres dont le résultat est ce type de bilan qui est présenté, ces rubriques qui sont dans le bilan, je dirais une association africaine, américaine, asiatique, a exactement les mêmes rubriques. Elles sont parfois classées différemment, mais c'est exactement les mêmes rubriques. Alors, j'ai indiqué de couleur rouge, si vous le voyez bien sur votre écran, le don résultat, et j'ai égal entre l'actif et le passif. L'actif du bilan est toujours égal au passif du bilan. Et la raison, c'est parce que le résultat est considéré en comptabilité comme un élément du passif, donc comme un élément négatif du patrimoine. En fait, c'est une dette qu'a l'entité vis-à-vis de ses propriétaires sur un plan général. Donc ça, c'est un point très important, c'est que le bilan actif est toujours égal au bilan passif. Vos comptes sont justes quand vous avez le bilan actif qui est égal au bilan passif. Pourquoi? Parce que le résultat est réalisé par l'entité, mais c'est une dette vis-à-vis de ses propriétaires. Donc, si je parle un peu de côté économie privée, eh bien, quand il y a un bénéfice, ce n'est pas l'entreprise qui s'enrichit, ce sont ses propriétaires, ses associés ou actionnaires. En revanche, s'il y a une perte, si le résultat est négatif, ce n'est pas l'entreprise qui s'appauvrit, mais ce sont ses associés ou ses actionnaire. Donc, on verra ce qui se passe dans le cadre d'une association. Donc voilà sur le patrimoine, les bilans actifs et bilans passifs, les principales rubriques. Le compte de résultat. Le compte de résultat, il comprend les produits et les charges. Alors, le résultat, c'est la différence entre les produits et charges. Donc ça, c'est la nouveauté qu'a introduit Luca Pacioli. Donc, qu'est-ce que c'est que, que les produits ou les charges? Bon, les produits, c'est la valeur donnée à la contrepartie de la fourniture de biens, travaux ou services fournis par l'entité. Après, vous achetez un produit chez un commerçant, eh bien, la valeur de ce produit, c'est le prix que vous payez. Donc, c'est vrai que c'est très proche d'une recette, mais c'est cette valeur qui est donnée. Dans une association cultuelle, je dirais, eh bien, ce sont les dons, soit anonymes ou nominatifs, qui sont donnés par les membres de l'Église. Une charge. Alors, une charge, qu'est-ce que c'est? C'est une dépense qui n'est ni le paiement d'une dette, ni un investissement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme charge dans une entité d'une association cultuelle? Ce sont les loyers, les fournitures de bureaux, les salaires, les impôts, éventuellement les frais financiers. Alors, ouais. J'ai juste une question qui devrait être réexpliquée ou reprécisée. C'est pour pas perdre nos participants, de redire la différence entre trésorerie et capitaux. Alors, ça revient en arrière un peu. Mais ici, voilà. Donc, alors, sur les capitaux propres, qui comprennent le résultat, et on verra que dans une association, c'est essentiellement le cas. Donc, on voit qu'il y a cette égalité entre l'actif et le passif. Donc,
on voit que c'est différent. La trésorerie est à l'actif. Les capitaux sont au passif. On va dire que les capitaux, c'est de l'argent, si je parle pour une entreprise, pour bien illustrer, hein, c'est de l'argent qui a été apporté par les associés à l'entreprise. Donc, bien sûr, ça contribue à alimenter le compte bancaire. Mais ce compte bancaire, cet argent qui a été apporté par les associés ou qui provient des résultats qui ont été réalisés par l'entreprise, eh bien, cet argent va être utilisé par des immobilisations, dans le financement des stocks, dans le financement des créances. Mais en contrepartie, cette trésorerie, si je bénéficie de crédits vis-à-vis de fournisseurs ou de crédits bancaires, cette trésorerie sera augmentée. Donc, autrement dit, les capitaux propres sont un élément qui explique la trésorerie, la situation de trésorerie, mais pas le seul. La réponse n'est peut-être pas satisfaisante parce que c'est très compliqué à expliquer. Je pourrais passer l'heure à expliquer. Oui, voilà, c'est pour ça. On va plus loin. C'est une différence. Et surtout que le terme est très ambigu parce que pour ceux qui ont déjà eu des comptes entre leurs mains, dans les capitaux propres, on a le terme réserve. C'est très surprenant d'avoir des réserves qui sont au passif, ce sont des réserves de dette. Voilà, je ne veux pas trop vous perturber, mais de dire, voilà, si, compte tenu de l'égalité, j'ai une trésorerie qui est positive si j'ai beaucoup de capitaux propres, puisqu'il y a cette égalité entre l'actif et le passif. Et à condition que mes capitaux propres, ce sont des moyens de financement, ont pu financer mes besoins de financement. Ce qui coûte de l'argent, ce sont les investissements, les stocks et surtout les créances. Les créances, c'est de l'argent que j'ai dehors, ce n'est pas de l'argent que j'ai encaissé. Posez-moi d'autres questions pour que je vous explique ça, parce que ça, c'est un point très important pour comprendre les comptes. Allez-y. François, dans une association cultuelle, il n'y a pas de capitaux propres. On a des fonds propres, mais c'est le même principe, c'est la même philosophie. C'est la même philosophie. Simplement, on n'a pas d'apport d'associés, il n'y a pas d'augmentation de capital. Donc, on a des fonds propres qui sont liés à l'accumulation des résultats, je dirais, mais les fonds propres ne correspondent pas à la situation de trésorerie. Ils correspondraient à la situation de trésorerie s'il n'y avait eu aucun investissement, s'il n'y avait ni immobilisation, donc pas d'investissement, pas de stock, pas de créance et pas de dette. Donc, vous voyez bien l'égalité entre l'actif et le passif. Donc, on pourrait dire les fonds propres correspondent à la situation de trésorerie si l'association n'a ni dette, ni créance, ni stock, ni investissement. C'est une toute petite association dans ce cas-là. Oui. S'il n'y a pas d'ordinateur, il y a au moins un investissement, c'est un ordinateur. Et puis il peut y avoir des travaux, et puis vous avez des locaux, etc. Ça veut dire que les résultats qui sont dégagés par une association, c'est de la trésorerie. Mais cette trésorerie, elle ne correspond pas à ce qu'il y a sur le compte bancaire parce qu'elle a été utilisée pour financer les investissements, les locaux. Hein. Voilà. Je reviendrai sur ce point dans mon dernier exemple qui explique la différence entre variation de trésorerie, entre le résultat, pourquoi mon résultat n'est pas égal à ma variation de trésorerie. Pourquoi ma trésorerie n'augmente-t-elle pas d'une façon égale du montant qui correspond à l'excédent qui a été dégagé par l'association? Ou pourquoi ma trésorerie ne diminue si mon résultat est un déficit, pourquoi ma trésorerie ne diminue-t-elle pas strictement du montant de ce déficit? Donc ça, je vous l'expliquerai dans la dernière partie. Mais si vous avez encore des questions, donc vous voyez bien cet équilibre qu'il y a, il faut que je vous explique la mécanique qu'il y a maintenant derrière ces éléments-là pour établir ce bilan actif et passif. Non, je pense que ça va, là, on peut continuer. Alors, on continue. Alors, dans la présentation des comptes, on commence toujours par le bilan actif et le bilan passif, alors qu'on aimerait bien plutôt parler de l'activité de l'entreprise, de ses produits, de ses charges. Alors, pourquoi cette présentation? Parce qu'il y a dans le bilan passif le résultat, et on pourrait considérer que le compte de résultat que je vais vous présenter, c'est un peu un document annexe à ce bilan passif, puisqu'il va détailler comment s'est formé ce résultat.
Donc, ce que je vais vous présenter maintenant dans le compte de résultat, c'est comment se forme le résultat. Donc, je vous avais parlé de ce qu'était un produit, de ce qu'était une charge. Maintenant, voyons quelle est la forme, comment on arrive au montant du résultat. Donc, le compte de résultat est découpé en 3 grandes parties. Que ce soit pour une entreprise ou pour une association, on a exactement le même formalisme. Donc, il y a ce qui concerne l'exploitation, ce qui concerne l'activité financière et ce qui concerne les éléments exceptionnels. Donc, produit, charge d'exploitation, c'est là où on a le cœur de l'activité d'une entité ou d'une association. Donc, l'association cultuelle, c'est là où on aura dans les produits les dons et dans les charges d'exploitation, toutes les charges, les loyers, les frais d'électricité, les frais d'eau, les déplacements, les salaires, les charges sociales, les impôts avec les impôts éventuels, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est l'exploitation. Ce qui est financier, c'est ce qui découle de l'activité financière. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme activité financière? Eh bien, je peux avoir comme produit financier les intérêts qui sont liés au placement financier que réalise l'association. Et des charges financières, ça pourrait être éventuellement les frais financiers, si à un moment il y a des découvertes éventuellement, ou des emprunts et qu'il y a des intérêts d'emprunt constituent des charges financières. Après, il y a une rubrique un peu particulière qui sont les produits et charges exceptionnelles. Eh bien, ce sont des opérations qui ne sont ni d'exploitation ni financières. Donc, ce qu'il faut retenir un peu pour les caractériser, ce sont des éléments qui ne découlent pas de l'activité normale et surtout courante de l'entité ou de l'association. C'est là où on va retrouver pour l'institution cultuelle notamment tout ce qui est legs et donations, qui sont considérés comme des opérations exceptionnelles. Concrètement, comment ça se présente? Eh bien, on aura 3 grandes rubriques. Les opérations d'exploitation, avec les produits et charges d'exploitation, où est dégagé le résultat d'exploitation, le résultat financier, produits et charges financiers, où après apparaît le résultat financier, et ensuite le résultat courant va impôt. Vous voyez, cette notion de résultat courant, c'est pour bien faire la différence avec les éléments exceptionnels, qui est la somme du résultat d'exploitation et des résultats financiers. Ensuite, donc, les éléments exceptionnels, et après, dans ce formalisme, qui est conservé pour les associations, vous avez après deux postes particuliers, participation des salariés aux résultats et l'impôt sur les bénéfices, et puisque des associations peuvent éventuellement payer un impôt sur les bénéfices, ce qui n'est pas le cas pour une association cultuelle. Et donc, on retrouve ensuite total des produits, total des charges, et le résultat qui est un bénéfice ou une perte, ça c'est le terme générique. Nous verrons que pour une association, donc bien sûr pour une association cultuelle, le terme c'est excédent ou déficit. Voilà donc sur l'objectif de la comptabilité. Donc maintenant, comment on arrive à établir ce bilan et ce compte de résultats? Donc l'idée de Luca Pacioli, c'est de dire finalement, il faut décrire les échanges que nous, l'entité, avec ses différents partenaires. Donc un échange, c'est une relation entre l'entité et son partenaire. Il faut savoir quels sont les partenaires et quelle est la nature de l'échange. Donc, il a recherché quels étaient les différents partenaires. Donc, on avait les propriétaires de l'entité. Nous, on pourra dire pour une association culturelle, ce sont ses membres. Les clients, on dira pour une association en général, sont plutôt les usagers. Et puis, pour une association culturelle, ce seront les membres de l'Église. Les fournisseurs, ça, c'est tout ce qui est loyer, entretien, téléphone, etc. L'État, les salariés, organismes sociaux et les banques. Là, pour aussi bien une entreprise qu'une association, on a identifié les 7 partenaires possibles. Alors, quelle est la nature de l'échange? Et c'est là où il y a eu l'intuition de Luca Pacioli. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on peut échanger? Soit un élément du patrimoine ou un élément qui concourt à former le résultat. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut échanger? Soit des investissements, des stocks, des créances, de la trésorerie, des capitaux propres ou des dettes, et également des produits ou des charges. Donc, c'est aperçu, finalement, on peut, grâce à nos 7 partenaires et au concept que vous avez dans la nature de l'échange, décrire totalement toute l'activité économique et financière d'une entreprise ou d'une association. Alors, je vous ai fait quelques petits exemples pour simplement vous mettre dans cette logique. Donc, c'est en fait, vous, le travail que vous faites en tant que trésorier, vous ne le savez peut-être pas, mais vous décrivez comptablement des échanges que nous, votre association cultuelle, avec les différents partenaires. Alors, j'ai pris différents échanges, même s'il y a des échanges qui sont de nature de l'entreprise privée, pour un peu exercer un peu votre sagacité intellectuelle. Donc,
j'ai pris 9 échanges, et donc je vais réfléchir ensemble, dire bon, quel est le partenaire de l'entité et qu'est-ce qu'il faut échanger en piochant pour le partenaire dans les partenaires de l'entité, propriétaire, client, fournisseur, et dans la nature de l'échange sur les immobilisations stock-créances. Alors, rapport de capitaux des propriétaires, ils apportent de l'argent. Donc, le partenaire, ce sont les propriétaires. Et quel est l'échange? L'échange, c'est une entrée, une sortie. Eh bien, l'entité reçoit de l'argent et elle constate une dette. Et une dette vis-à-vis des propriétaires s'appelle des capitaux propres. C'est un terme particulier. Une vente payée comptant. Là, on pourrait dire, j'ai pris le terme volontairement d'une entreprise privée, mais on pourrait dire c'est un don nominatif, un don anonyme qui a été perçu lors d'un culte. Eh bien, quel est l'échange? Donc, c'est avec le client, on dirait avec un membre de la paroisse. Et quel est l'échange que l'on a? Eh bien, l'association reçoit de l'argent et elle va constater un produit vis-à-vis de son membre. Une vente avec paiement, avec encaissement différé, là, quelle va être la nature de l'échange? Là, je n'ai pas un échange financier, puisqu'il n'y a pas d'encaissement d'argent. Eh bien, je vais constater toujours un produit, entre guillemets, dont bénéficie le client. En revanche, pour l'entité, je vais constater une créance. Vous voyez, c'est ça la différence qu'il y a entre comptabilité de trésorerie pour l'instant, sur l'apport de capitaux, une vente payée comptant. Pas de différence entre comptabilité de trésorerie et comptabilité d'engagement. Là, on a une différence avec cette vente, avec un encaissement, avec un paiement différé, puisqu'on constate dans l'échange aucun mouvement financier, mais on constate une créance. Pour des travaux immobiliers payés comptant, donc là, c'est un échange avec un fournisseur. Donc là, je vais avoir une sortie d'argent, et là, je réalise un investissement. Donc, je vais avoir une entrée dans le patrimoine de l'entité d'un investissement, qu'on appelle une immobilisation. En revanche, dans le patrimoine, je vais constater une diminution de la trésorerie de l'association. Travaux mobiliers avec paiement différé, on reste toujours en échange avec un fournisseur. Bien là, je n'ai pas de mouvement financier, mais je vais constater en comptabilité un échange. Et cet échange, de quoi va-t-il être constitué? Je vais constater toujours une entrée d'immobilisation, donc un investissement dans le patrimoine de l'entité, mais la contrepartie, ce sera une dette vis-à-vis du fournisseur. Fourniture de bureaux payés comptant, là c'est un échange, on revient un peu dans la comptabilité de trésorerie, c'est un échange avec un fournisseur, j'ai de la trésorerie qui va sortir, et c'est une dépense qui n'est ni le paiement d'une dette, ni un investissement, donc ça sera une charge. Le paiement d'un impôt, là c'est un échange avec l'État, donc là je vais avoir toujours une sortie d'argent, et je vais constater une charge, puisque ce n'est ni un investissement, ni le paiement d'une dette. Pour le paiement des salaires du mois à la fin du mois, bien, ça va être un peu le même principe. Ça, c'est un échange avec des salariés. Qu'est-ce que je vais constater? Je vais constater une sortie de trésorerie, une sortie d'argent et une charge. C'est vrai que c'est un peu la limite un peu de la représentation comptable. Les relations avec sur le côté humain, ça figure dans les compte comme une charge, alors que bon, c'est le cœur de l'activité de l'association. Enfin, souscription d'un emprunt, l'entité reçoit de l'argent et constate une dette vis-à-vis de sa banque, dont l'échange, ça va être une entrée d'argent au niveau de l'entité, et en contrepartie, elle va constater une dette. Donc, ça veut donc dire que le système qu'a mis en place Luca Pacioli permet, à travers ces petits exemples, mais permet de décrire l'ensemble des échanges que nous, une entité, et bien sûr que réalise une association cultuelle. Alors, maintenant, si je vais vous expliquer comment, à travers cette description des échanges, on arrive à établir le bilan actif, passif et le compte de résultat. Donc, je vais prendre un exemple. Donc ici, j'ai pris un exemple avec 5 événements, 2 ventes, une vente où l'encaissement était total comptant, une vente où il y a un encaissement partiel, un achat de fourniture de bureau avec un paiement comptant et un achat d'ordinateur avec un paiement comptant.
et ensuite une facture où il y a un paiement partiel. Alors, vous voyez qu'il y a deux colonnes principales, la comptabilité trésorerie et la comptabilité par partie double. Donc, on verra bien les particularités de la comptabilité par partie double, c'est ce qui est écrit en gras. Donc, le premier événement, vente, encaissement, comptant, ça, imaginez concrètement, vous, dans une association cultuelle, ben, ce sont les offrandes qui ont été encaissées lors du culte. Donc, en comptabilité trésorerie, qu'est-ce qu'on va constater? Bien sûr, une recette au niveau du compte trésorerie, et dans la comptabilité que vous allez tenir, on va constater un produit. Donc là, il n'y a aucune différence entre comptabilité trésorerie et comptabilité par partie double, puisque j'ai totalement encaissé mes ventes. En revanche, dans le deuxième échange, j'ai une vente qui a une valeur de 3 000 €, mais j'ai un encaissement comptant que de 1 000 €. Donc, en comptabilité trésorerie, je ne vais constater que la recette pour 1 000 € avec un produit de 3 000 €, alors qu'en comptabilité par partie double ou comptabilité d'engagement, je vais constater la créance, ce que me doit la personne. Donc, j'ai réalisé une vente, mais cette vente, je ne l'ai pas encaissée totalement. Donc, au niveau de mon patrimoine, je vais constater une créance de 2 000 €. Et je vais constater au niveau de mon résultat, non pas un impact sur mon résultat de 1 000 € du montant de l'encaissement, mais un impact de la valeur de la vente, 3 000 €. Et c'est là où on voit la différence entre comptabilité trésorerie et comptabilité d'engagement. Fourniture de bureau payé comptant, pas de différence, puisque là, ce que j'ai utilisé, je l'ai payé immédiatement. Donc, on va avoir en comptabilité une sortie d'argent et je vais constater une charge. Pour l'ordinateur comptabilité trésorerie, il est certain que je vais avoir une sortie d'argent pour 900 €. Et là, je vais constater dans la comptabilité que c'est un investissement que j'ai réalisé. Ce ne sera pas une charge, ce sera une immobilisation. Facture d'honoraires de l'avocat, 500 €. Là, j'ai payé comptant 300 €. En comptabilité trésorerie, je vais constater une sortie d'argent pour 300 €. Et donc, ça serait une charge de 300 €. Mais dans la comptabilité par partie double, je vais tenir compte de la totalité du montant de la facture de l'avocat qu'on me charge, 500 €. Et donc, je vais constater que sur ces 500 €, j'ai payé 300 € et que j'ai une dette de 200 €. Alors, si on fait les états comptables, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va regarder ma trésorerie. Donc, quelles sont mes recettes du mois? 6 000 €. Ça correspond aux deux ventes, 5 000 et 1 000 €. Quelles sont mes dépenses du mois? Les fournitures de bureau pour 150 €, 900 € pour l'achat de l'ordinateur, 300 € le paiement de la facture de l'avocat. Donc ça, j'ai une trésorerie qui a augmenté de 4 650 €. Maintenant, dans la comptabilité d'engagement ou comptabilité à partie double, le résultat, ce n'est pas la variation de trésorerie, c'est la différence entre les produits et les charges. Et là, je vois que j'ai un montant qui est différent. Pour quelle raison? C'est que mes produits, je tiens compte à la fois de ce que j'ai encaissé, mais aussi de ce que j'ai réalisé comme vente et que je n'ai pas encore encaissé. Donc, on voit que la différence que j'ai entre mes produits et mes recettes, c'est 2 000 €. Ça correspond à la créance que j'ai. Et sur mes charges, alors par rapport aux dépenses du mois, quelles sont mes différences? L'ordinateur que j'ai acheté, ce n'est pas une charge, puisque c'est un bien que je vais utiliser pendant plusieurs années. Ce que j'ai comme charge, c'est la facture de fourniture de bureau et la facture totale de l'avocat, les 500 € et les 150 €. Donc ça, c'est mon résultat dans la méthode de comptabilité moderne, comptabilité d'engagement. Donc là, on a un peu, en résumé, le compte de résultat. Voyons maintenant la situation patrimoniale. Donc, situation patrimoniale, nous avons des immobilisations, donc ce sont les investissements pour 900 €, ça correspond à l'achat de l'ordinateur. J'ai bien ma trésorerie pour 4 650 €, c'est ma variation de la trésorerie du mois. Je suppose que c'est le début de l'activité, qu'on partait de zéro sur le compte bancaire. Et là, à Paris, vous voyez à l'actif, 2 000 €. Ces 2 000 €, c'est le propre de la comptabilité d'engagement, de faire apparaître bien l'argent qui est dû à l'association ou à l'entité par des tiers. Là, c'est dû par la personne à qui l'entité a effectué cette demande de 3 000 €.
Voyons maintenant le bilan passif, en espérant que ce bilan passif est égal au bilan actif. Là, je vais avoir des capitaux propres, on verra que ce sont les fonds propres, qui correspondent au résultat qui a été dégagé sur la période, donc 7 350 €, et ensuite une dette de 200 € qui correspond à ce que je dois à l'avocat. Donc là, on voit bien qu'on a une situation vraiment réelle de l'activité de cette entité. Pour ceux d'entre vous qui ont un commissaire aux comptes qui contrôle les comptes, le commissaire aux comptes, quand il fait son rapport d'audit des comptes, il indique que les comptes doivent être réguliers, sincères et surtout qu'il donne une image fidèle des opérations et de la situation patrimoniale de l'association. Là, on a bien une image fidèle de l'activité, puisque j'ai bien dans les produits la totalité de l'activité qui a été réalisée par l'entité et dans les charges, la totalité de ses charges. Et concernant son patrimoine, j'ai bien l'inventaire non seulement de ses immobilisations, c'est-à-dire de ses investissements, immeubles et meubles, et de sa trésorerie, mais aussi des créances. Et sur le plan du passif, j'ai non seulement le résultat qui figure dans les éléments du passif, ça je vous dis c'est un élément formel, mais également les dettes, hein, donc c'est un peu les sortes de crédits financiers que m'ont accordé certains partenaires. Donc voilà quel est un peu le principe, le fonctionnement, comment on arrive à établir ce bilan actif, ce bilan passif, et de déterminer le résultat d'une entité. Donc là, vous avez à la fois la description des événements qui se sont réalisés, et ensuite comment on réalise ces éléments, mais en fait, on reprend toutes les natures des échanges et on fait l'inventaire de tous ces éléments-là. Hein. Les produits 8 000 €, eh bien, j'ai un produit pour 5 000 €, un produit pour 3 000 €. Mes charges, j'ai 150 € de charges liées à des fournitures de bureau et 500 € de factures d'avocat. On retrouve tous les éléments. Donc, ça, c'est sur le principe et je n'ai pas utilisé le formalisme comptable. Donc là, je vous ai fait un tableau qui vous dit quel est le langage qu'utilise un comptable qui tient la comptabilité. Donc, en fait, au lieu de parler d'entrée, il parle de débit. Au lieu de parler de sortie, il parle de crédit. Et sur la nature des échanges, il utilise des comptes selon une liste des comptes qui est définie. Vous voyez, pour la trésorerie, c'est un compte banque, ça a le numéro 512. Les produits, c'est 70. Hein, les dons commencent par 70. Hein. Quand j'ai une créance, ça commence par 41. Fourniture de bureau, c'est 606. Hein. Il y a toute une liste de comptes. Un investissement, ça commence par 2, c'est ce compte qui est là. Donc là, vous avez dans le logiciel toute une liste de comptes qui vous indique comment faire. Donc, ce que a priori, vous devez faire selon, je dirais, le changement de loi de 1905 et dans le respect du cadre réglementaire de l'autorité non comptable, vous devez passer des écritures de ce type. Simplement, le législateur s'est dit, c'est quand même compliqué pour certains de tenir une comptabilité d'une association comme une comptabilité d'entreprise. Donc, l'autorité non comptable a autorisé, hein, et ça concerne non seulement les associations, mais aussi les petites entreprises, à toujours continuer à tenir une comptabilité de trésorerie, mais à compléter cette tenue de comptabilité de trésorerie par des écritures comptables de fin d'exercice pour arriver à produire cet actif et ce passif et le bon résultat. Alors, j'ai repris le même exemple et je vous ai décrit les étapes et ensuite je vous proposerai que vous me posiez les questions. Donc, c'est exactement le même exemple. Donc, on reprend ici comptabilité de trésorerie. Donc là, je fais ma comptabilité de trésorerie, c'est ma vie, hein, mais je ne vais enregistrer strictement que les mouvements financiers. Donc, j'ai une vente de 5 000 € payée comptant, 5 000 € qui arrivent sur ma banque et 5 000 € de produits. Sur une vente de 3 000 €, j'ai un encaissement de 1 000 €, je ne vais constater que les 1 000 € qui ont été encaissés. 1 000 € de banque, 1 000 € de produits. Paiement comptant de fourniture de bureau, ça ne change pas. Ben, j'ai une banque au crédit pour 150 €,
et j'ai un achat pour 150 euros. Le paiement de l'ordinateur, 900 euros, je vais passer une écriture au crédit du compte banque par le débit du compte matériel informatique. Pour la facture d'avocat de 500 euros, comme je n'ai payé que 300 euros, je vais constater que 300 euros de sortie sur mon compte bancaire, bien sûr, c'est la réalité de mon compte bancaire, mais que 300 euros de charge dans le compte honoraire. Donc, quand je fais mes comptes, vous voyez que vous avez toujours la même variation de trésorerie par rapport à la comptabilité d'engagement, ça ne change pas. Mais pour mes produits et mes charges, ça correspond simplement aux produits que j'ai encaissés et aux charges que j'ai décaissées. Donc, j'ai 5 550 euros. Quand je fais mon bilan actif, j'ai toujours mes immobilisations, puisque je les ai payées. L'ordinateur que j'ai acheté, je l'ai payé au cours du mois. Je l'ai payé comptant, donc j'ai 900 euros. Mais je n'ai pas les créances qui apparaissent. En comptabilité trésorerie, je n'ai pas de créances. J'ai ma trésorerie, 4 650 euros. Ensuite, j'ai mon résultat, mon excédent pour 5 750 euros, mais je n'ai aucune dette qui figure. La dette que j'ai vis-à-vis de mon avocat ne figure pas dans le bilan passif. Donc, comment faire pour passer de ces états financiers, où j'ai un excédent de 5 550 euros, un total d'actifs de ce montant-là, pour arriver aux états financiers que nous avons vus précédemment, où j'avais un excédent de 7 350 euros, une créance de 2 000 euros et une dette de 200 euros. Donc, quelles sont les étapes pour passer de cette comptabilité de trésorerie à la comptabilité d'engagement, donc aux comptes annuels qu'on vous demande d'établir? Eh bien, je vais vous expliquer ce passage à travers cet exemple. Donc, je repars avec mes comptes annuels selon une comptabilité de trésorerie. Donc, je retrouve mes éléments précédents. Quelle est l'étape que je dois faire? Ça, je la fais uniquement à la fin de l'exercice. Je vais rechercher quels sont mes engagements, quelles sont mes créances et mes dettes. Donc là, je vais m'apercevoir que sur une vente de 3 000 euros, j'ai une créance de 2 000 euros. Et j'ai une dette de 200 euros sur la facture d'avocat de 500 euros. Donc, je repère mes engagements, donc je fais la somme de mes créances et la somme de mes dettes. Je vais les enregistrer en comptabilité, c'est la troisième étape. Donc, vous voyez que sur ma vente de 3 000 euros, je ne vais pas enregistrer ma vente en totalité. Je vais enregistrer ma créance de 2 000 euros comme si c'était une vente. Simplement, donc c'est bien une vente, donc je vais utiliser le compte produit, mais au lieu d'utiliser le compte trésorerie banque, ça sera un compte de créance 41 clients. Et sur ma facture d'avocat, cette dette de 200 euros, bien cette dette, cette partie de facture d'avocat que je n'avais pas enregistrée en comptabilité de trésorerie, ce sera une augmentation de mes charges au débit, et ça va être, je vais le constater, en dette. Donc en ayant passé ces écritures et en les intégrant aux états que j'avais précédemment établis en comptabilité de trésorerie, eh bien je vais arriver aux états financiers selon une comptabilité d'engagement. Donc, ma trésorerie, ça ne change pas, puisque mes écritures, vous voyez, je n'ai rien en trésorerie sur ces écritures d'ajustement de fin d'exercice. Si je ne l'ai pas, c'est justement qu'elles n'ont pas d'impact sur la trésorerie. En revanche, elles ont un impact sur mon excédent. Si je compare par rapport à ma comptabilité de trésorerie, là, j'avais des produits pour 6 000 euros. Là, il passe à 8 000 euros parce que je tiens compte de la totalité de la valeur économique de ma vente, qui faisait 3 000 euros, alors qu'ici, je n'avais retenu que 1 000 euros. Sur mes charges qui faisaient 450 euros, elles passent à 650 euros parce que sur ma facture d'avocat, je n'avais retenu en comptabilité de trésorerie que ceux qui avaient été payés 300 euros. Là, je rajoute mes 200 euros. Et en ayant passé ces écritures comptables, le logiciel de comptabilité, donc va vous dégager automatiquement le nouveau résultat, cet excédent, et va vous faire apparaître un actif où vous voyez bien en gras, les créances apparaissent. Les 2 000 euros de créances apparaissent automatiquement. Et dans le bilan passif vont apparaître mes dettes. Voilà, donc vous avez les deux façons de faire une comptabilité d'engagement. Donc, soit vous enregistrez vraiment selon une logique les échanges, quand il y a un engagement, vous l'enregistrez, mais ce qui est le plus simple et ce que font beaucoup d'entités, beaucoup d'associations et aussi beaucoup d'entreprises, on tient une comptabilité de trésorerie. Simplement, il faut bien identifier à la fin de l'exercice, donc au 31 décembre, qu'est-ce que j'ai comme créance, qu'est-ce que j'ai comme dette, et je passe des écritures complémentaires. Je vous rassure, vous n'allez pas les passer le 31 décembre, vous avez le début du mois de janvier, voire un peu début février, pour les enregistrer.
Et en les enregistrant dans mon logiciel de comptabilité, eh bien, je vais retrouver, je vais établir des comptes annuels selon une comptabilité d'engagement. Voilà. Alors, je sais qu'à Toulouse, ils sont habitués à faire une comptabilité d'engagement, donc il ne faut pas de comptabilité de trésorerie. Éventuellement, pour certaines opérations de simplification, il suffirait d'intégrer après les créances et les dettes. Si vous étiez habitué, vous, à faire une comptabilité de trésorerie, ne changez pas vos habitudes. Simplement, il faut que vous organisez pour qu'au 31 décembre, vous identifiez bien quelles sont vos créances et vos dettes. Il est certain qu'une astuce, c'est, s'il n'y a pas d'emprunt bancaire, c'est d'avoir payé toutes ces créances et toutes ces dettes au 31 décembre. Comme ça, vous n'avez aucune écriture comptable d'ajustement à payer, si votre compte bancaire le permet. Ça serait le plus simple. Et là, je vous ai fait, bon, c'est une diapositive pour vous faire voir que là, on était en comptabilité de trésorerie et normalement, la partie inférieure cadre parfaitement avec une comptabilité d'engagement. Mes états financiers cadrent parfaitement. Voilà sur cette partie 2. Donc, avant vos questions, le petit résumé, ce qu'il faut retenir. Ah non, j'ai oublié, oui. Sur la liste des comptes, donc ça, vous avez des listes de comptes juste pour vous. Il y a des numéros de comptes qui sont utilisés, donc il y a des liens entre. Donc, quand ça concerne le résultat, c'est 1, les capitaux propres, c'est 1, immobilisation, les investissements, c'est 2, les stocks, c'est 3, les créances et les dettes, c'est 4, trésorerie, c'est par 5, les produits, ça commence par 7 et les charges par 6. Donc, ça, c'est les grandes rubriques. Après, vous avez des listes de comptes qui ont été, comment dire, définies par l'autorité des normes comptables et qui ont été personnalisées par l'Église au niveau national pour qu'il y ait une harmonisation des comptes. Donc là, c'est vraiment maintenant, si je m'appelle bien, mon résumé qui arrive normalement. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, comptabilité d'engagement. Vous devez établir un bilan. L'actif est égal au passif. Quelles sont les principales rubriques de l'actif? Immobilisation, stock, créances, trésorerie, positif. Les capitaux propres ou fonds propres à une association et les dettes. Si la trésorerie est négative, il n'y aura pas de montant négatif à l'actif. Ça sera une rubrique du bilan passif dans les dettes. Ensuite, vous avez le compte de résultat avec l'exploitation, le financier, l'exceptionnel. Je vous ai donné les définitions. Ensuite, petit rappel, ce que vous faites en comptabilité, vous décrivez les échanges avec des partenaires, différents partenaires, et vous utilisez, la nature de l'échange, vous utilisez une liste de comptes pour décrire ces échanges. Voilà la fin de la partie, qui était la partie la plus lourde, je dirais, la plus importante. On est parfaitement dans les temps, il fallait que ce soit 9 heures, donc c'est parfait. Donc d'abord, vos questions sur cette comptabilité de trésorerie, comptabilité d'engagement. J'ai l'impression que tout le monde a tout compris, il n'y a pas une question, mais peut-être qu'il va y en avoir. Peut-être que c'est le soir aussi. Voilà. Et là, donc oui, non, j'ai vu personne, j'ai pas vu de questions sur le chat, là, j'en ai vu aucune. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une question particulière. Alors, moi, j'ai une question. Oui. Supposons qu'un membre de l'Église fasse des achats et qu'ensuite, en fin d'année comptable, il décide de faire un don de ses achats à l'Église. Sur un plan comptable, je le passe comment? Alors, normalement, il doit y avoir une réponse technique dans les outils que donne l'OGAS, mais il suffit de réfléchir. Donc, on va voir, vous pouvez commencer à trouver une idée de ce que ça peut être en réfléchissant. Et alors, c'est une méthode de comptabilité, je dirais, comment on ne va pas enseigner, moi, on m'a enseigné, il fallait faire telle écriture. Mais si on raisonne avec les échanges. Donc, j'ai un membre de l'Église qui on reprend la question, c'est il a eu des... il a acheté des fleurs, par exemple, pour un événement à la paroisse. Et en fin d'année, il m'a remis la facture. Et en fin d'année, il me dit, écoute Léon, moi, j'en fais don à l'Église. Je fais don. Donc, on a deux échanges. Le premier échange, c'est l'achat de fleurs. Donc, l'achat de fleurs, qu'est-ce que c'est? Ça serait comme si je reprenais un peu mes exemples qu'on avait ici. Eh bien, c'est finalement, ça serait, je ne l'ai pas pris comme exemple. Donc, ça serait une dépense, mais qui n'est pas payée comptant. Donc, ça serait une charge. Donc, je le mettrai dans le compte où je mets mes achats de fleurs et je constaterai une dette vis-à-vis de cette personne.
Ça, c'est le premier échange. François, on l'appelle abandon de créance. Abandon de créance. Abandon de créance. Voilà. C'est-à-dire on peut le faire aussi à un seul coup, mais si on le fait en 2 fois, et l'autre échange, ça serait après, ça serait presque un abandon de créance pour le paroissien, parce que ça serait un abandon de… C'est en fait, qu'est-ce qu'on constaterait? On constaterait un don, un produit, et en contrepartie, on constaterait l'annulation de la dette qu'a l'association vis-à-vis de ce paroissien. Oui. Et, alors, Mais vous pouvez le passer, vous pourriez le faire en une seule fois, de dire, compte tenu que vous avez les 2 événements, on peut simplifier, on pourrait constater une entrée de charge et un produit. Dans l'OGAS, on appelle ça une opération diverse. ouais. Et on peut le faire directement. Alors, moi, je voulais juste dire une chose. Attention, une affaire comme ça doit toujours être validé par le conseil presbytéral. Ok. Ce n'est pas un paroissien qui peut décider d'un achat ou d'une vente. Il faut que ce soit validé par le conseil presbytéral à chaque fois. Non, mais là, on sort de la comptabilité pure. Donc ça, c'est… Oui, mais enfin bon. Oui, mais c'est un bel exemple, oui. C'est important comme exemple. Parce que c'est sur la pièce justificative qui donne le bon à payer. Ça c'est l'ancien commissaire aux comptes qui reprend, je reprends ma casquette un peu, c'est extrêmement important la réponse qui a été donnée. C'est-à-dire qu'il y a des procédures, je dirais, qu'il faut respecter pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Oui, je peux donner Et est-ce que cet abandon de créance, si l'achat est relativement important, on peut, sur un plan fiscal, le paroissien peut en obtenir un reçu qui fait jouer auprès de l'administration fiscale? Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que c'est considéré comme un don. Si on a 2 opérations, c'est finalement un achat effectué par un tiers, mais comme disait, enfin, je ne sais pas si c'était Bruno, il faut avoir l'autorisation idoine, je dirais, et ensuite on a un don. Tout à fait. Moi, j'ai toujours pratiqué différemment. J'ai jamais voulu faire comme ça par principe, hein, pour avoir une règle pour m'y tenir. En tant que trésorier, moi, j'ai toujours remboursé en disant, si tu veux faire un don, je te rembourse et tu me fais un don. Et tu fais un don à l'église. Pour bien voir les 2 opérations, quoi. Voilà. D'accord. Et là, c'est quand même largement le plus simple. Je rejoins Henri, c'est beaucoup plus clair. Et je dirais que s'il y avait une opération qui était très simplifiée, s'il y avait un commissaire aux comptes, c'est pas significatif. Ça veut dire que… Ne le faites pas comme ça. Ouais. D'autres questions? Tu attends pas qu'il te fasse un don, tu le rembourses de suite. Terminé. S'il veut faire un don, il le fera. Voilà. Et des fois, dans le cadre de l'organisation d'une association culturelle pour la tenue de comptabilité par rapport aux bénévoles, certains vont enregistrer cet achat de fleurs et d'autres vont enregistrer les dons. Donc, ce n'est pas des fois la même personne qui va pouvoir faire la même opération. Voilà. D'autres questions? Donc, encore une précision de la part de Bruno. Là. Le seuil d'obligation pour faire certifier les comptes est de 153 000 €. Oui. Donc, on est très souvent en dessous, sauf peut-être Bordeaux et Toulouse. Voilà. Alors, donc je vais passer à la partie sur les… ici. Donc, sur les dispositions spécifiques comptables aux associations. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail du règlement. Là, je remercie Bruno qui m'a fait passer un courrier de l'EPUF du 16 décembre 2019 que je vais reprendre essentiellement. Alors, sur l'autorité des normes comptables, elle précise bien que si elle a établi un règlement particulier comptable pour les associations, c'est parce que ce sont des personnes morales à but non lucratif. Donc, le but non lucratif, c'est fondamental, et donc, elle a pensé qu'il fallait adapter un peu les comptes annuels. Donc, on ne parlera pas, si l'association réalise un résultat négatif, de perte, mais d'un déficit. Si c'est un résultat positif, c'est un excédent. Alors, une association peut réaliser des résultats positifs, des excédents, sans pour autant perdre son caractère non lucratif. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cet excédent ne peut pas être partagé entre les membres de l'association.
Autrement dit, il ne peut pas y avoir de distribution de dividendes dans une association. C'est strictement interdit. Mais compte tenu du formalisme comptable, cet excédent va toujours figurer dans le bilan passif en dette, alors que c'est une dette qui ne sera jamais payée. Donc le formalisme est comme ça. C'est la raison pour laquelle, comme ce résultat ne sera jamais, c'est une dette qui ne sera jamais payée, on ne parle pas dans les comptes d'association de capitaux propres, mais de fonds propres, puisque cet excédent qui est réalisé, comme il ne sera jamais payé, il est acquis par l'association. Et de quoi est-il formé? De produits de charges qui vont donner lieu à un encaissement, un décaissement. C'est pour ça qu'on parle de fonds. C'est que là, on n'a pas identité entre les fonds propres, je vous le démontrerai avec l'exemple, et la situation de trésorerie, sauf cas particulier exceptionnel, mais on peut parler vraiment de fonds propres. Ce ne sont pas des capitaux qui sont dus à des tiers, contrairement à une entreprise. Ensuite, il y a dans ce règlement comment dire, l'explication, les modèles d'écriture pour enregistrer des legs, des donations, des subventions et la prise en compte éventuellement de l'aspect financier du bénévolat. Donc ça, on va y revenir justement dans le courrier de l'EPUF. Donc ça, je ne vais pas entrer dans plus de détails. Ça, vous aurez je dirais, vos référents, votre documentation comptable sur le LOGEAS ou les collègues qui ont l'habitude d'enregistrer ces éléments-là, toutes les explications pour comment on comptabilise ces éléments-là. Si vous voulez retrouver le texte officiel, je dirais, nous sommes quand même protestants, je dirais, vous avez autorité des normes comptables, vous pouvez télécharger totalement ce règlement et même le plan comptable général. Et vous avez après une présentation de modèle des comptes annuels qui tiennent compte de ces spécificités. Alors, j'ai rajouté un élément qui s'appelle l'annexe, qui est un complément au bilan actif, passif et compte de résultat. Ne soyez pas inquiets d'avoir rédigé ce complément. Le logiciel que vous utilisez vous aidera et ceux qui ont l'habitude vous donneront un peu des éléments pour l'établir. Alors, compte à une association, c'est bilan plus compte de résultat plus annexe. Donc là, vous voyez, sur le bilan d'une association, au niveau de l'actif, c'est exactement la même rubrique, simplement au niveau des créances, on ne parle pas de clients, mais d'usagers. Au niveau du passif, c'est des fonds propres, on ne parle pas de résultats, mais d'excédent ou de déficit. Et au niveau du compte de résultat, on ne parle pas de bénéfice ou perte, mais d'excédent ou déficit. Et l'annexe des comptes, ça, je reprends un peu le courrier, qui reprenait un peu ce que indiquait l'annexe comptable. Hein. C'est des éléments qui complètent le bilan. On va dire que c'est une partie littéraire des comptes. Hein, donc, ça décrit l'objet social, ce qu'on permet des activités. Donc, ça, vraiment, je pense que vous aurez des consignes pour savoir comment rédiger de façon simple cette annexe. Et puis, comme c'est un élément qui est certifié par les commissaires aux comptes, vous avez les trésoriers de Toulouse et Bordeaux qui pourront être de conseils très utiles pour savoir ce que vous devez indiquer. Alors, cette annexe des comptes, ce n'est pas des pages, hein, il faut mettre à indiquer les éléments qui sont significatifs, qui permettent de bien éclairer le membre de l'Église lorsqu'il va assister à l'Assemblée générale. Et si vous voulez avoir quelques précisions sur les éléments significatifs, sur le bilan, le compte de résultat. Alors, sur les précisions du 7 décembre, et vraiment là, je remercie, c'est Bruno qui m'a fait passer ces éléments-là. Donc là, j'ai repris les extraits de ces précisions. Ça me permet de faire une sorte de pré-conclusion. Donc, il y a un nouveau cadre, c'est ce que je vais expliquer, hein, avec cette modification de la 1905. Hein, donc ça, il y aura une mise à jour qui a été faite sous l'OGEAS. Donc, vous voyez quels étaient un peu les enjeux pour notre Église. C'était question de la comptabilité de paiement par rapport à la comptabilité d'engagement. Il y avait des modifications dans le plan des comptes suite à ces éléments-là, donc il fallait en tenir compte. Et puis, il y avait la question de la valorisation des contributions volontaires en nature. Ça, c'est la valorisation du bénévolat. On va voir quelle est la position de l'Église à ce sujet-là. Donc, le deuxième point, c'était comptabilité de paiement d'engagement. Donc là, ce qui était indiqué, c'était qu'on doit passer à une comptabilité d'engagement, mais sur le plan pratique, on peut continuer à tenir une comptabilité de trésorerie à condition qu'au moment de la clôture, on tient compte des engagements donnés et pris au 31 décembre de chaque année. Ça rejoint l'exemple que je vous ai fait tout à l'heure. Donc, ça simplifie beaucoup les choses.
Par contre, pour les associations plus importantes, je dirais, vous pouvez faire une comptabilité directement d'engagement. Et pour celles qui n'ont pas de commissaire aux comptes, une comptabilité de trésorerie ou comptabilité de paiement est suffisante. Ensuite, bon, il y a des modifications dans le plan de compte. Ça, c'est technique par rapport au GEAS, donc ça, je ne reviens pas. Par contre, c'était important, c'était ce point-là, sur les contributions volontaires en nature. C'est des associations, pour demander des subventions, sont parfois obligées de valoriser l'activité des bénévoles pour demander des subventions supplémentaires. Voilà le principe de l'Église, c'était par rapport, je dirais, aux valeurs de l'Église, on ne valorise pas le bénévolat, hein, ce qui est en accord avec les valeurs de l'Église. Voilà. Donc là, vous voyez que vous avez un texte qui s'éditera automatiquement par l'OGEAS, qui est donc un élément de l'annexe, qui indiquera pourquoi ces éléments ne sont pas valorisés. Ça, c'est un exemple, si vous voulez, de ce qu'il y a dans l'annexe des comptes. Si on a une règle comptable qui déroge par rapport aux règles générales, eh bien, on explique quelle est la dérogation à cette règle et quelle est la raison. Donc là, on voit la valorisation des contributions en nature. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans le règlement des associations. Eh bien, les PUF reconnaissent à juste et grande valeur l'engagement bénévole des femmes et des hommes qui se mobilisent. Alors, il faut que je prenne mon document parce que moi, j'ai des photos, je n'ai pas d'écran complet. Dans le cadre de ces activités, cet engagement gratuit relève de la grâce prêchée par notre Église et qui est une offrande. La mise en place des outils de décompte d'heures et l'établissement de bases monétaires de la valorisation du temps des bénévoles contreviennent à la nature profonde de cet engagement. Donc, conformément à la position prise par l'UNAC et PUF, dans son ensemble, aucune valorisation au titre des contributions volontaires en temps des bénévoles n'est effectuée. Donc, c'est les points. Voilà pour un peu les dispositions spécifiques sur l'aspect de la logique comptable et de la présentation des états financiers. Avant de passer à la partie 3, est-ce que vous avez des questions? Juste une, François, c'est Henri là. Oui. Est-ce que tu peux revenir à diapo avant? Stop. Ouais. Le NPC dit seulement que lors de la clôture d'exercice, il faut procéder à l'inventaire du patrimoine de l'association. Ouais. Ça, nous, à Bordeaux et Toulouse, alors on fait l'inventaire et c'est inscrit dans notre bilan. Oui, mais c'est inscrit automatiquement par les écritures. Tu as une comptabilité d'engagement. Oui, mais parce qu'on l'a fait. On les a saisis à un moment donné. Je ne sais pas si on va le demander à toutes les associations locales d'inscrire leur patrimoine réel, c'est-à-dire ce qu'ils détiennent en termes de bâtiments, quoi. Ça, il faut voir quelles sont les règles qui sont définies au niveau national, je dirais. Voilà. Puisque ce principe, c'est qu'il y ait une homogénéité, puisqu'après, il y a des comptes qui doivent remonter au niveau national. Ouais, je ne sais pas, Bruno, si tu as des éléments là-dessus. Oui, si. Moi, j'ai des éléments. Normalement, on doit faire une déclaration de l'immobilier dans l'OGEAS. Au moment où on édite les récapitulatifs annuels, on vous pose la question de la valeur des bâtiments. Alors, très souvent, les bâtiments sont des bâtiments prêtés, mais il y a aussi des bâtiments en bien propre. Donc, ceux-là, il faut les faire estimer et leur donner une valeur. Voilà, de ça, il faut voir quelles sont les méthodes qu'on va nous proposer. Voilà, oui. Voilà. Je pense qu'il y aura un élément côté très pragmatique et qui sera fait. Oui. Alors, dernier point que je voulais voir avec vous, c'était sur la variation de trésorerie, le résultat. Donc, je fais un petit cas pour essayer de vous expliquer ces éléments-là. Donc, une association culturelle dispose de 30 000 € de trésorerie. Elle constate en octobre l'achat de matériel informatique, des fournitures de bureau. Elle reçoit la facture d'électricité pour le mois d'octobre, mais qui sera prélevée que le 5 novembre. Et puis, elle est donc encaissée d'un montant de 4 400 € au titre du mois. Donc, j'ai calculé la variation de trésorerie 31 octobre et le résultat pour le mois d'octobre. Et expliquer pourquoi l'excédent d'octobre ne correspond pas à la variation de trésorerie. Donc, je vous rassure, ne prenez pas une feuille blanche et je fais une interrogation, je vais vous faire la correction et puis on va réfléchir dessus. Donc, quels sont mes événements que j'ai, hein? Donc, ça, c'est une façon de passer à la comptabilité pour vous expliquer cette variation de trésorerie.
Donc, matériel informatique, c'est une dépense, donc ça joue sur la trésorerie, mais ça ne joue pas sur le résultat. Ce n'est pas une charge. Par contre, ça joue sur mon élément de l'actif. Vous voyez, on voit bien la partie double, hein. Une dépense au niveau de la trésorerie et une augmentation de mon actif, c'est dans mes immobilisations. Fourniture de bureau, c'est une dépense, donc ça joue en moins sur ma trésorerie, et c'est une charge, parce que c'est ni le paiement d'une dette, ni un investissement. La facture d'électricité qui est prélevée le 5 novembre, ça ne joue pas sur ma trésorerie, mais ça joue sur mon résultat, parce que c'est l'électricité qui concerne le mois d'octobre. Et au niveau de mon patrimoine, je vais constater une dette de 250 €. Et ensuite, j'ai mes dons du mois. Hein, c'est un encaissement de 4 400 €. Ça joue sur mon résultat et ça joue pour le même montant sur ma trésorerie, puisque c'est encaissé comptant. Donc, si je fais le point d'abord sur ma trésorerie, j'ai des recettes pour 4 400 € et des dépenses pour 3 400 € qui correspondent au matériel informatique et aux fournitures de bureau. Donc, j'ai une variation de trésorerie de 1 000 €. Ma trésorerie augmente de 1 000 €. Concernant mon résultat, j'ai des produits pour 4 400 € et j'ai des charges pour 400 €. Donc, j'ai un excédent de 4 000 €. On voit bien qu'il y a des différences, on le voit par les lignes, hein. Mon matériel informatique, c'est une dépense, mais ça ne vient pas en diminution de mon excédent. En revanche, ma facture Engie que je n'ai pas payée sur le mois d'octobre, mais que je paierai en novembre, c'est une charge, mais ça ne vient pas en diminution de ma trésorerie. Donc, si on se pose la question, pourquoi la trésorerie n'augmente que de 1 000 € alors que l'excédent est de 4 000 €? Je pourrais dire, mais pourquoi ma trésorerie augmente de 1 000 € alors que mes fonds propres, l'augmentation de mes fonds propres correspond à l'excédent? Mes fonds propres augmentent de 4 000 €. J'ai des fonds propres qui augmentent de 4 000 €, mais je n'ai que 1 000 € d'augmentation de trésorerie. Comment expliquer cet écart de 3 000 €? Eh bien, cet écart de 3 000 € s'explique par la variation des autres postes du bilan. Donc, qu'est-ce que j'ai comme variation des autres postes du bilan? Un investissement pour 3 250 €. Donc, ça a pris sur ma trésorerie 3 250 €. Et quel est l'autre événement que j'ai? C'est j'ai une dette de 250 €. Je bénéficie d'un crédit financier, on pourrait dire, de la part de mon fournisseur d'électricité. J'ai une charge, mais que je n'ai pas eu encore à payer. Donc, si je fais le point qui explique ces 3 000 € d'écart, c'est parce que j'ai eu en diminution un investissement de 3 250 €, mais j'ai eu en contrepartie un crédit financier qui correspond au fait que ma facture d'électricité, je n'ai pas eu à la payer sur le mois d'octobre. Donc, si je fais le passage de mon excédent à ma variation de trésorerie, ben je vois, j'ai 4 000 € d'excédent, on peut dire 4 000 € d'augmentation de fonds propres, mais cet excédent a été utilisé pour 3 250 € à financer l'achat de mon matériel informatique, mais j'ai bénéficié d'un crédit fournisseur de 250 €, 4 000, 3 250 plus 250, je retrouve mes 1 000 € d'augmentation de trésorerie. Donc, j'ai une différence entre l'excédent que je réalise sur une période et ma variation de mon compte bancaire lorsqu'il y a les événements suivants. Des investissements, des factures que je n'ai pas payées comptant, et éventuellement, ça serait des créances. Ça serait, je ne sais pas, ce n'est pas le cas, mais si j'avais une promesse de don, avec un engagement fort juridique, mais que le don n'est versé que le mois suivant. Hein, voilà. Voilà pourquoi vous avez une variation de trésorerie et de résultat. Donc, pour répondre à la question sur les fonds propres et la trésorerie, ici, j'aurais pu appeler, si je refais le support, j'appellerais ça résultat fonds propres. Ici, mes fonds propres augmentent de 4 000 €, ma trésorerie n'augmente que de 1 000 € parce qu'une partie de mes fonds propres que je dégageais sur le mois d'octobre a été utilisée à payer un investissement pour 3 250 €, mais j'ai en contrepartie un petit coup de pouce financier de la part de mon fournisseur d'électricité puisque je n'ai pas eu à le payer au titre du mois d'octobre comptant. 9h20, c'est terminé. Alors, je vous ai fait juste un petit complément. Ouais, hop, je reviens. Sur l'organisation de la comptabilité. Mais bon, c'est juste que, après, on va vous donner des éléments techniques, mais c'était, bon, c'est peut-être un peu de jargon comptable, mais dire
sur la comptabilité, quels sont les éléments que vous devez avoir. D'abord, un plan de compte. Alors là, vous avez la chance, c'est établi par les PUF et vous l'avez dans l'OGEAS. Et c'est conforme au plan comptable, il n'y a aucun souci. Ensuite, il faut toujours avoir une pièce justificative. Le travail d'un comptable, c'est vraiment, enfin, le travail d'un trésorier, je dirais, c'est, on décrit la réalité, mais il faut que cette réalité soit représentée par une pièce justificative pour pouvoir justifier de l'échange. Ensuite, vous avez des livres comptables, livre au journal, grand livre, balance. Donc, livre journal, c'est la saisie des écritures comptables. Les opérations sont enregistrées soit au débit, soit au crédit du compte concerné. Vous avez un grand livre qui reprend les écritures du livre au journal ventilées selon le plan de compte, et chronologiquement. Et la balance, c'est un résumé du grand livre. Alors, ce qui est une grande simplification avec les logiciels, c'est que le logiciel comptable comprend le plan de compte, l'actualise quand il y a des changements, facilite la saisie des écritures comptables et surtout réalise automatiquement le grand livre et la balance, le bilan actif-passif, le compte de résultats et quelques tableaux de l'annexe, comme on l'a vu dans la note de l'EPUF qui indiquait, concernant la valorisation du bénévolat, le texte qui est indiqué à partir de la balance. Donc, quand vous avez un logiciel, ce que vous avez à connaître pour faire la comptabilité, c'est finalement saisir les écritures comptables, avoir les modèles, des modèles de saisie d'écriture comptable, et quand il y a un événement qui est un peu particulier ou exceptionnel, eh bien, vous avez une documentation qui vous explique comment c'est, ou vous interrogez un collègue pour savoir comment c'est. Vos questions, globalement. Alors, j'ai tellement bien fait que personne n'a de questions, j'ai l'impression. Puis c'est vrai que il me semble que quelqu'un posait des questions, mais avec le micro fermé. J'ai vu quelqu'un, la bouche, émettre des sons, mais je n'entendais pas. Allô? Voilà, c'est bien vous. Oui, je vous écoute. Alors déjà, merci pour tout ce qu'on a appris ce soir. Ça m'a ramené des années en arrière quand j'étais en école de commerce. Moi, j'ai une question. À Périgueux, on a pris une décision CP, c'est d'apporter un soutien financier à la région. Donc, il y a un appel à contribution qui va être publié dans le journal du mois prochain. Sur un plan comptable, je le passe comment? Parce que l'opération, je la passe comment l'opération? C'est un don. Ça sera un don. Alors, un don nominatif ou anonyme, mais ça sera un don. Et ensuite, ça sera peut-être un don appel exceptionnel. C'est dans l'OGEAS, il y a un onglet là-dedans. Il y a un onglet? Il y a un onglet. D'après ma mémoire, il y a un onglet. Je ne connais pas tout par cœur, mais d'après ma mémoire, il y a un onglet. C'est-à-dire que les contributions… Et dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un onglet pour le don, et il y a aussi un onglet quand ça sera donné à la région. Oui. Il y a les deux onglets. Oui, ça peut être un don exceptionnel. Un don exceptionnel à la région, en fait. Oui. C'est vous qui décidez après, mais oui, c'est… Mais ça a été acté déjà, en fait. Une opération exceptionnelle. Une contribution exceptionnelle. Une contribution exceptionnelle. Voilà. Mais dans les deux sens, pour que ce soit cohérent. Ouais. Il faut que, à la fois, il va y avoir une charge à un produit, que ce soit dans le côté exceptionnel. Les dons que vous allez recevoir, ça va être un produit exceptionnel, et la charge que vous allez verser, ce que vous allez reverser au niveau de la région, ce sera une charge exceptionnelle. Ou ça peut être aussi en exploitation. Mais le mieux, ça serait de mettre en exceptionnel pour bien le signifier. Et attention, parce qu'il va y avoir des reçus fiscaux. Oui, je ne suis pas sûr. D'accord. Non, il faut le faire en don normal. Et c'est le CP qui décide, à mon avis, de faire une contribution exceptionnelle. Ouais. Parce qu'autrement, qui va établir ce fiscal? Et je pense, il faut regarder de nouveau. Ça, c'est vraiment une question de l'OGEAS. Il faut regarder de nouveau. Mais je pense qu'un don exceptionnel peut engendrer également un reçu fiscal. Je pense que c'est complètement déconnecté. Tout à fait, oui. Dans la mesure où c'est un don à l'Église, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que quand je vais passer les écritures, des dons exceptionnels pour la région, je le fais de manière distincte des dons classiques. Oui, ça c'est en principe, oui, mais ça c'est vraiment une question de l'OGEAS. Il faut qu'on regarde, là on n'est pas là-dessus, mais c'est vraiment, oui. C'est bien que vous posez la question, parce que il faut privilégier d'abord l'aspect fiscal, que ça ne pose pas de problème. Et après, pour la présentation,
bon, ben on verra. Soit vous pouvez passer tout en exceptionnel, mais si vous ne pouvez pas le passer, vous avez l'annexe qui vous permet de dire là, on a une opération où il y a une partie en exploitation et une partie en exceptionnel. Voilà. Ok. Attention, hein, Euh, il faut que ce j'ai- soit un don à une association cultuelle. Là, c'est le cas, hein, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais on ne peut pas faire un don. Les dons qui sont faits à notre église doivent aller à une église. Oui. Hein, Ouais. il faut, attention. Hein. Oui, mais là, c'est le même objet. Les Oui, deux là, associations, il y a le pas de même problème. objet, il n'y a aucun souci. Non, Oui. non, mais c'est bon, je le regarde là. Mais c'est quand même. Celui qui fait un don à la région via l'église de Périgueux, est-ce que moi, je peux, en tant que trésorier, lui délivrer un truc fiscal? Alors ça, Oui, c'est tout bien à fait différent. Ça Bien sûr. dépend Non. s'ils font un don directement à la région ou si c'est un don qu'ils vont faire à Périgueux et Périgueux s'engage à transmettre ce don à la région. Si c'est un don à la région, c'est la région qui fera le reçu fiscal. Non, mais si c'est un don à l'église, c'est à Si c'est un Périgueux. don à l'église, c'est l'église qui va faire le reçu fiscal. Ok, Non, ça marche. ouais. Et c'est logique. Moi, je fais personnellement, il y a des dons affectés. Ça existe, hein. Oui, oui, oui. Donc, le mieux, moi, à mon avis, c'est là, ça offre un reçu fiscal. Dons affectés, un plan analytique. Ouais. Mais, Tu donc, mets sur un plan analytique dons spécifiques pour la région. Et ensuite, tu passes, tu fais une contribution de ce montant et tu l'expliques dans les annexes, quoi. C'est le plus simple. mais dons affectés, ça existe dans l'OGS? Oui, 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 oui. oui. c'est les dons, je regarde en même temps, hein. Dans Tout le plan existe dans analytique, l'OGEAS. C'est dans le le, plan- dans le c'est plan le analytique. 75 821, 75 821. le compte, oui. Oui. Non, Donc, mais c'est un compte d'exploitation. Oui, Pour le passer, ça passera en exploitation. oui. Ok. Donc, il faut passer après la contribution aussi en charge d'exploitation. Et c'est quoi le numéro du compte des charges Alors, Ah ben, c'est là où il y a la contribution habituellement. C'est la Tout même ça, que c'est- d'habitude. Ah oui, mais habitué. Ok, ça marche. alors, tout ça, c'est dans le vadémécum comptable qu'il faut avoir sous la main. Hein. Il faut travailler avec ça. Hein. Et le vadémécum comptable, vous le trouvez dans Régal. Oui, mais bon, Et on s'il peut nous faut- poser la question quand même. Là, c'est tellement. Oui, non, mais bien C'est sûr. beaucoup plus facile à répondre là, que Non, d'aller mais chercher un d'accord. vadémécum, hein. Non, mais oui, mais tu ne le sors pas d'un chapeau, tu le sors de ça. Non, mais quand Ouais. quelqu'un sait, c'est quand même plus facile. D'accord. Mais il faut donner la règle de base. Parce Oui, que la règle de base, Ouais. c'est pas, on ne le sort pas du chapeau. Ça, je oui, suis d'accord. voilà, ouais, ouais. C'est le vadémécum. Et puis, bon, en regardant le plan comptable, hein, moi, j'ai retrouvé en regardant le plan comptable. Alors, sinon, bon, un grand merci Ouais. à François de toutes ces explications. Bravo. Alors, moi, je veux dire que j'avais aussi écouté celle de ce matin. Alors, c'était un peu plus compliqué parce qu'on a vu des problèmes de connexion de ceci, de cela. Mais je veux dire, je suis très contente de l'avoir écouté 2 fois. J'ai beaucoup mieux compris au bout de la 2e fois que de la première. Donc, je ne sais pas si. Ça a des périodes de rodage Moi aussi. aussi. Oui, Et puis, des oui, problèmes voilà. techniques. J'ai un ordinateur, la batterie en plein. Enfin, c'était chaotique un peu à un moment. Donc voilà. Oui, Mais bon. ça a Après, été je un peu- vais. Et puis, il y avait des questions qui aussi m'ont permis. Le support a été légèrement modifié. Donc, j'ai complété par 2 diapositives parce que c'était ce retour des échanges qui étaient Alors, très intéressants. c'est Alors, évident j'ai que quand C'est même bien une que ce soit question. enregistré. Voilà. Oui, oui. J'ai une Il y avait question quand même une sur. question ce matin qui avait été posée, peut-être j'aimerais y répondre, sur l'affectation du résultat. Oui, voilà. Et avant ça, il y a une question très rapide. Je pense que c'est facile à répondre parce que je crois que je connais la réponse. Sur la déclaration du patrimoine immobilier, est-ce qu'il faudra le faire pour 2020 ? Il n'y a que Bruno qui peut répondre pour le moment. Oui, Ouais. bien sûr, oui, oui, il le faut. Voilà, c'est oui. Ouais. Voilà. Donc maintenant sur l'affectation de résultat. Bon, l'affectation du résultat, c'est très particulier dans l'association. Donc, l'excédent ou le déficit fait partie des fonds propres. L'affectation du résultat, c'est vraiment, comment dire, c'est une décision juridique, mais qui est purement technique. Il faut libérer en comptabilité la ligne résultat. Donc, on va l'affecter dans les autres fonds propres. On le met dans une autre rubrique des fonds propres. Hein, donc, ça peut être mis de mémoire. Là, je parle à Henri, Réserve. c'est mis en réserve, c'est réserve. Hein. Réserve, oui. C'est réserve quand c'est Réserve générale. un excédent, et je pense qu'il doit y avoir un compte report à nouveau quand ce sont des déficits. Oui, même Ouais. réserve négative. Ou même réserve, on peut mettre en réserve. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Donc en fait, c'est simplement, faut libérer parce que, enfin bon, après c'est un côté technique sur la clôture des comptes. Quand vous avez terminé votre comptabilité, il y a une procédure de clôture des comptes. Il faut qui remet à zéro les comptes de produits et de charges.
Mais bien sûr, tous les comptes de patrimoine ne disparaissent pas. On repart au 1er janvier avec le même patrimoine qui existait au 31 décembre. En revanche, tous les comptes de produits de charge, les comptes sont remis à zéro pour redémarrer sur la nouvelle période. En fait, on fait voter une décision à l'AG et après, comptablement, on passe une écriture qui met ces résultats aux réserves. Voilà. Alors, Maintenant, bien sûr, l'OGAS peut le faire automatiquement. Il y a une ligne de menu qui permet de le faire. Oui, mais il faut quand même pas oublier d'appuyer sur le bouton, quoi. Oui, Voilà. oui. oui, c'est sûr. Oui. Mais c'est un événement parce que c'est une décision. La pièce justificative, c'est le procès-verbal de l'Assemblée générale de l'Église. On ne peut le faire qu'à l'AG l'a voté. Voilà, et c'était une écriture qui est passée au moment, à la même date que l'Assemblée générale. Ouais. Michel, tu avais une question? Oui, je voudrais poser une question. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Oui, très bien. On a parlé tout à l'heure de l'évaluation du patrimoine. Dans ma paroisse, nous avons un legs. Alors, la première question, c'est à quel moment, comptablement, je vais enregistrer mon legs? Et deuxièmement, ce legs se constitue à la fois d'un compte bancaire, assurance vie, etc., et de biens immobiliers. Comment vais-je procéder au 31 décembre, en période de Covid, pour, connaître avec précision le montant de tous les comptes bancaires qui sont détenus pour l'instant, traités par le notaire, et l'évaluation du bien immobilier dont je n'ai aucune compétence pour évaluer le montant. En principe, ça doit être évalué par le notaire. Et en fait, c'est quand le notaire aura acté la donation, à ce moment-là, tu auras tous les éléments pour le faire. Mais tant que le notaire n'a rien acté et que tu n'as aucun papier du notaire, tu ne peux rien faire. Pour l'avoir vécu, tant que le président du conseil presbytéral n'est pas allé chez le notaire et a signé tout ça, tu ne fais rien. Oui. D'accord. Même si c'est prévu, hein. Mais tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Tu peux l'annoncer à Assemblée générale, tu peux dire l'année prochaine, nous allons inscrire, voilà. Hein, mais tant que tu l'as pas, tu l'as pas. Quelle est la règle comptable? C'est qu'un produit, c'est un produit pour l'association, ne peut être comptabilisé que quand il est sûr, c'est-à-dire qu'il a été validé juridiquement. Voilà. En revanche, ce qui est bien, c'est avec l'annexe des comptes, même s'il n'a pas été comptabilisé au 31 décembre 2020, tu peux l'indiquer dans les événements en cours qui n'ont pas été comptabilisés, notamment qu'il y a un leg qui est en cours, dont on attend un peu, on va dire, les formalités juridiques, qu'elles soient accomplies pour pouvoir le comptabiliser. Mais c'est purement à ce que sert l'annexe. Hein. Ouais. J'ai encore une question au sujet du patrimoine. Est-ce que cette déclaration du patrimoine doit être faite tous les ans? Je pense que dans l'OGAS, elle est reprise d'année en année, mais que quand elle change, quand elle évolue, il faut la refaire. Par contre, je ne suis pas sûre qu'il est-ce qu'il faut tenir compte de la réévaluation du bien immobilier? Non. Alors, il y a un principe comptable, c'est le coût historique. C'est-à-dire que quand un bien entre dans le patrimoine, donc un immeuble entre dans le plan pour certaines valeurs, cette valeur reste identique les années suivantes, même si le bien prend de la valeur. En revanche, si ce bien perd de la valeur, là, il faudra constater la perte de valeur. Ça, c'est un autre principe comptable qui est le principe de prudence. Donc, pour être bien clair, quand un immeuble entre pour une valeur de 150 000 euros, il aura toujours 150 000 euros de valeur dans le patrimoine et c'est repris automatiquement par le logiciel l'OGAS, je dirais, même s'il vaut 200 000, 300 000 euros 10 ans plus tard. En revanche, si cet immeuble de 150 000 euros ne vaut que 120 000 euros, eh bien, vous devrez passer, alors ça doit être indiqué dans le LOGEAS, une écriture qui tient compte de cette perte de valeur. Alors après, il y a un autre point que je n'ai pas abordé, mais là, c'était trop technique. Oui. Ça, il faudra que vous regardiez, si vous avez des ensembles immobiliers, la question de ce qui est d'un amortissement, qui est une question technique. Je dirais. Mais juste, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure de la valeur de nos immeubles, parce que pour le moment, vous le déclarez là, vous dites dans l'état récap, voilà, tel bâtiment, il vaut telle valeur. Mais ce n'est pas ça en fait. Hein. Il faut les inscrire dans un compte. Et on ne le fait pas pour le moment. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer qui va nous permettre de le faire, enfin, qui va nous demander de le faire. Oui, de le passer dans un compte, c'est combien? Compte 2 ou compte 1, je ne sais plus. C'est compte 2, c'est compte 2. Compte 2. Compte 2. Et parce que pour le moment, c'est indicatif. On donne notre valeur
dans l'état réglable, c'est vraiment une valeur. C'est pour ça que Bruno, je pose la question. Hein. Oui, C'est oui, parce oui. que celle-ci doit apparaître au bilan. Il faut qu'on le saisisse sur un compte. Oui, tout à fait. Mais pour le Voilà. moment, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, je crois. D'accord, tant mieux. Pour le Est-ce moment. que quelqu'un d'autre a une question? Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que tous les ans, on doit reprendre les immobilisations de l'année dernière? Parce que bon, là, on a parlé de l'immobilier, mais tout à l'heure, on parlait par exemple de 4 000 euros de matériel informatique, etc. Et parce que l'ordinateur, tous les ans, il fait toujours partie des immobilisations de la paroisse. Et est-ce qu'on considère une décote là-dessus ou pas? Parce qu'au bout de 10 ans, l'ordinateur, il ne voudra peut-être plus en Donc, immobilisation. je laisse Henri répondre. Allez. Si vous voulez, oui, normalement, oui. Donc, il y a tout. Enfin, pas, le GEAS nous aide là-dedans. Hein. Quand on rentre en immobilisation, un matériel ou un immeuble, ou des travaux, par exemple, le logiciel nous aide justement à réaliser ces écritures tous les ans. Alors, juste une précision. Quand vous avez passé une écriture d'entrée d'acquisition d'un ordinateur, vous n'avez à le passer qu'une seule fois. Après, la valeur d'entrée est reprise automatiquement par le logiciel. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça s'appelle la valeur brute. Après, il y a, pour des biens qui sont utilisés, qui perdent de la valeur, il faut constater un amortissement. C'est ça. Donc ça, je pense qu'il y aura après, là, il y a une écriture à passer chaque année, qui est un peu la perte de valeur. C'est comme un peu l'Argus pour les automobiles. Donc si vous voulez, si on peut comparer par rapport à un véhicule, quand il y a un véhicule, on constate son entrée dans le patrimoine une bonne fois pour toutes. Et le prix ne change pas. La valeur ne change pas. En revanche, chaque année, on va constater s'il y a une perte de valeur, soit elle est automatique, on sait qu'il y a une diminution de valeur, ça sera un amortissement, avec des modalités de calcul. Bon, ça que je ne vais pas vous expliquer, parce que mais ça, vous verrez quand vous aurez l'expérience, c'est simple. Donc, il n'y aura que cette écriture à passer chaque année. Pas l'écriture d'achat, de repasser l'écriture, de faire l'inventaire de toutes mes immobilisations. Non. Ça reste. Mais oui, on appuie sur un bouton et ça génère les écritures de l'année. Aux amortissements. Oui, donc c'est ça, Henri. Donc, il y a un logiciel de calcul des amortissements, donc des pertes de valeur des biens immobilisés. Et l'écriture se passe automatiquement, c'est ça? Oui, on valide et puis ça la crée. Mais bon, ça, il faudra voir ce qu'on nous propose pour tout. Ça, c'est pour les deux grosses associations, là, Bordeaux et Toulouse. Et il faudra voir si on doit le faire aussi dans les petites associations, comment on va faire. Bon, ça va arriver. Je pensais techniquement ce qu'on va nous demander de faire, conseiller. Oui, mais là non plus, je pense que pour le moment, on fait l'impasse là-dessus. Hein. Il y a trop peu d'immobilisation pour que ce soit vraiment représentatif. Ouais, ça va être des bilans bizarres. Mais bon. Bon, oui, mais d'un côté, vous n'avez pas de contraintes. Enfin, à part le bon suivi des dons pour le comté fiscal, pour le reste, vous n'avez pas d'impôt sur vos excédents. Enfin, voilà. Donc, je peux dire que bon, il y a de certaines marges de manœuvre, je dirais, par rapport au plan comptable. Bon, il faut essayer d'y arriver à le respecter, mais bon, c'est pas. Alors, sur les amortissements, j'ai la question de savoir si ces amortissements sont obligatoires ou si c'est un choix. Je pense que déjà, ça dépend de la taille. Et puis, voilà. Alors, ces amortissements sont, donc, parmi les investissements, les immobilisations, il y en a qui sont amortissables, d'autres qui ne le sont pas. Donc, je veux dire, par exemple, vous avez un compte dans une banque mutualiste, vous avez des parts de cette banque, une part des titres financiers ne sont pas amortissables. En revanche, un bien immobilier, hormis la partie terrain, peut être amortissable, des ordinateurs. Donc, il y a des règles d'amortissement, mais ça va être précisé par l'OGEAS. Mais oui, mais pas l'OGEAS. Et après, c'est très compliqué parce que sur le calcul des amortissements, il y a eu un changement il y a 15 ans qui a été peu appliqué dans la pratique par les comptables. Donc, mais est-ce que ça a une valeur obligatoire? Est-ce que c'est obligatoire de faire ces amortissements? C'est permis de le faire. C'est que la différence, c'est permis de le faire. C'est permis de le faire, voilà, c'est pas obligatoire. Pas obligatoire. Ouais. Non, un amortissement, sur le principe, c'est obligatoire. Mais je dirais que mais il faut, comment dire, ça n'a pas d'intérêt pour nous, on ne paie pas d'impôts, on n'a pas de… Voilà.
ça complique. Pour l'État non Après, il y a la question des biens immobiliers. Moi, je sais qu'au niveau de Toulouse, je m'étais posé la question quand j'avais intégré, mais disons, s'il y a une méthode qui a été choisie, il faut la suivre. Donc, Voilà, si c'est c'est ça. une association où il y a des amortissements qui ont été pratiqués, il faut continuer à le faire. Mm. Si c'est la première fois que ça arrive et que vous n'avez pas l'obligation de le constater, dispensez-vous de le constater. Il faut suivre ce que va donner les consignes au niveau national de l'EPUF. Ouais, on peut rien dire là. Il faut vraiment qu'on nous donne des directives claires. Très bien. Ben, je pense qu'on a fait un bon tour. Vraiment un grand, grand merci à François. C'était moi pour les échanges. C'était un plaisir. Voilà, on a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Là, on va dormir avec plein de petits chiffres dans la tête. Surtout pas. Et ensuite, bah, écoutez, on transmettra à tous les participants le PDF, enfin le PowerPoint. le PowerPoint. Et puis ensuite, bon, on décidera d'autres dates de réunion. Et je pense que les prochaines réunions, ça sera soit sur l'OGA, soit uniquement sur la partie immobilière. On ne sait pas encore. Est-ce que, par exemple, ici, chez vous, quels sont ceux qui seraient plus… éventuellement, on aimerait avoir vos retours, savoir ce que vous préférez, si vous préférez qu'on fasse une réunion sur l'OGAS ou une réunion plus spécifique sur l'immobilier. Moi, plus le GAS, personnellement, dans un premier temps. Plus l'OGAS. Bon, j'ai plusieurs qui sont plutôt sur l'OGAS. Bon, je pense qu'on partira là-dessus. Et ensuite, on partira sur l'immobilier. Voilà, parce qu'il faut un peu de tout. Voilà, je pense que c'est important. Un grand merci à vous.